Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été un pionnier de la télévision en réalisant des documentaires et des dessins animés jugés étonnants. Étonnant, un mot de Pierre Desproges qui a également marqué votre carrière, qui est aussi celle d'un romancier. Bonjour Jean-Louis Fournier. Bonjour. Alors, vous avez un parcours étonnant qu'on connaît peu. Vous publiez un roman chez Philippe Rey qui s'appelle Mon petit frère, dont on va parler tout à l'heure. Mais vous avez fait beaucoup de choses en coulisses qui ont marqué le petit écran. Et le principe des clés d'une vie, c'est de les évoquer avec vous aujourd'hui. Et avec des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Jean-Louis Fournier, c'est le 25 septembre 1962. C'est votre première télé. C'est un documentaire des fleurs qui n'ont pas de saison. Je crois que c'est votre première réalisation. Vous vous souvenez de ça, vous avez une mémoire absolument exceptionnelle, parce que je m'en souviens là maintenant. J'étais assistant réalisateur à Lille. Oui. Et j'ai écrit un petit scénario, et on m'a donné la possibilité, quoi qu'assistant, à le réaliser moi-même. D'accord. Et j'avais imaginé toutes ces fleurs qui n'avaient pas de saison. C'était les fleurs taillées dans la pierre, c'était les fleurs sur les meubles, c'était les... Vous étiez parti du principe que les fleurs se fanent vite et qu'on peut faire beaucoup d'autres choses avec des fleurs en papier, en tissu, en plastique, en bois ou en fer. C'était ça, oui. Oui. Ah bah écoutez, alors oui, il y a longtemps, je ne me souvenais plus ce film. Et c'était dans le Nord, ça? C'était à Lille. J'étais à Lille. Oui, vous étiez Parce que je suis un homme du Nord. Oui, vous êtes né à Arras. Vous avez grandi né à à Arras. Calais. À Calais, oui. Je suis né au bord de la mer. Voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de télé régionale. La télé du Nord, c'était quelque chose de très symbolique. Oh, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des petits programmes. Il y avait le JT, qu'on appelait le JT. Oui. Et puis des petits documentaires, quelquefois, qui passaient. Voilà. Et ces documentaires étaient vraiment réalisés de façon la plus simple possible. Ah ben, il y avait très peu de moyens. C'était pas... Et justement, vous êtes quelqu'un du Nord, et il y a une chanson qui évoque ces gens du Nord. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord d'Enrico Macias, et finalement ça vous correspond parce que vous avez grandi dans le Nord, et c'est un caractère très particulier dans le Nord. Ben, ce sont des gens qui sont plutôt taciturnes par rapport aux gens du Midi. Oui. Ce sont des gens qui ne disent pas n'importe quoi, Voilà. en principe. Un type du Midi à une fille, il dit « je t'adore ». Un type du Nord, il dit « je t'aime ». Voilà, c'est la C'est différence. toute la différence. On n'est pas dans le superlatif. Il y a quand même Lynn Renaud, Pierre Bachelet, Danny Boone et tant d'autres qui ont symbolisé le Nord, comme vous. Ah ben, il y a les gens du Nord, il y a beaucoup de gens bien. Vous parlez le ch'ti comme Danny Boone ou pas du tout? Pas vraiment, non. On parlait pas patois. Ma mère était professeure de lettres et c'était le français traditionnel et classique. Oui. Mais on connaissait les mots. On connaissait les mots de patois. Une oie 5, par exemple. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que c'est qu'une oie 5? Non. C'est une serpillière. Ah. Mais ça vient de l'anglais, c'est washing. Et puis, je crois que au départ, vous auriez dû être médecin puisque votre père était médecin. C'est logique. Mon père était médecin, oui. Et vous auriez dû le devenir presque avec un peu de chance. Oui, à un moment j'ai pensé l'être, mais j'aimais beaucoup tout ce qui était le spectacle, les arts, la radio, la musique, les comédiens, et je voulais être dans ce monde magique et féerique. Et vous aimiez le cinéma, je crois, depuis toujours, Jean-Louis J'aimais Fournier. beaucoup le cinéma. D'ailleurs, il y a une scène qui a été tournée près de chez vous, une scène du film La Gifle de Claude Pinoteau, qui a été tournée à Calais le 25 mai 1974. Dans ma ville. Oui. Mais le Nord, ça sert, il y a des décors très très beaux. Le Nord, c'est très beau, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense. Mais on en pense du bien. Alors, vous montez à Paris pour faire des études à l'IDEC, qui vont finalement durer assez peu de temps, Jean-Louis Fournier. Bah, si vous voulez, je me suis fait j'ai eu l'écrit et puis je me suis fait balancer à l'oral. Ah bon, pourquoi? Et donc, parce que j'ai dû dire une bêtise et puis je sais pas, j'étais peut-être pas à la hauteur. Et donc je me suis retrouvé sans le diplôme de l'IDEC et j'ai eu la chance de rentrer à la télévision de Lille comme assistant réalisateur. Et comment vous êtes rentré? Parce qu'à l'époque, il fallait pas de diplôme. Parce que je faisais partie d'une troupe de mime à Arras. Oui. On avait une troupe de mime, on mimait les frères Jacques. On chantait les chansons des frères Jacques. Et puis un jour, un gars de la télévision m'a vu et puis j'ai discuté avec lui. J'ai dit, moi j'aimerais bien faire de la télé. Puis il m'a dit, venez me voir.
puis il m'a engagé comme assistant réalisateur. Ça consistait à porter les cafés quand même? Oui, puis les sandwichs, de savoir si vous voulez du beurre ou sans beurre, le jambon, Oui. si on voulait des cornichons ou pas de cornichons. Et puis un petit peu plus, et comme j'étais ambitieux, si vous voulez, j'avais envie d'écrire, je voulais écrire des petites choses, et puis je le montrais quelquefois au réalisateur. Oui, et il écoutait, ça l'intéressait? Oui, la preuve, les oiseaux, les fleurs qui n'ont pas de saison, c'est comme ça s'est passé. Et je crois que vous avez aussi écrit votre première fiction qui était un conte, Le Cri du cœur. Ah, Le Cri du cœur, oui, effectivement, oui, c'était Le Cri du cœur. Je me souviens, c'était l'histoire d'un type, c'était quelqu'un qui était à l'hôpital et il n'avait plus, on lui avait retiré son cœur parce qu'une fille lui avait volé son cœur. Et un médecin lui dit, mais vous savez, on peut très bien vivre sans cœur. Et il faisait une enquête pour savoir est-ce qu'on pouvait vivre sans cœur. Et les hommes d'affaires lui disaient, oui, c'est beaucoup plus simple quand on n'a pas de cœur de vivre. Donc c'est de la vraie poésie et surtout un tournage encore minimaliste en 66. Bon, vous avez des comédiens autour de vous et pas beaucoup de moyens. Ah ben très peu de moyens si vous voulez, mais bon, je pense pas qu'on fasse les belles choses avec forcément beaucoup de moyens. Je crois que c'est surtout des moyens dans les ménages qu'il faut avoir. Voilà. Et surtout apprendre son métier parce que vous avez petit à petit appris votre métier sur le terrain. Oui, sur le tas. Et alors je crois que tout ça a commencé aussi pour que ensuite vous réalisiez des émissions de télévision au début des années 70. La première, je crois que c'est Eureka, Jean-Louis Fournier. Alors là, c'est autre chose. C'est grâce à mon frère d'ailleurs. Ça nous ramène à notre propos. Grâce à mon frère Yves-Marie, qui était polytechnicien, il avait dans la même année un type qui s'appelait Michel Tréguer. Et Michel Tréguer était producteur, est devenu producteur à la télévision d'une émission qui s'appelait Eureka, émission scientifique, où il engageait des réalisateurs, des assistants. Et moi, j'étais assistant à un moment sur cette émission Eureka, et un jour, il m'a proposé d'être réalisateur. Et vous êtes débrouillé. Et j'ai réalisé des films scientifiques. Alors, c'était aussi une émission avant-gardiste parce que on évoquait, et c'était tout à fait nouveau à l'époque, les technologies qui vont améliorer notre vie quotidienne, le nouveau système des réservations d'Air France, l'ordinateur, l'astronomie en Union soviétique, tout y passait. Oui, toute l'horreur qui est arrivée. Mais c'était avant-gardiste, c'était tout à fait nouveau à cette époque-là de faire ça. Ah, c'était nouveau, c'était de parler du progrès, mais oui, le progrès dont on pourrait dire beaucoup de choses, comme Sioran qui dit, et une phrase que j'adore, il dit « Le progrès, c'est un élan vers le pire ». Et je souscris 1000 fois à cette phrase. Je crois qu'il y a une émission d'Eureka qui a fait scandale, Jean-Louis Fournier, à l'occasion de la sortie du film de Louis Malle, Les Allemands. Les Allemands, il y avait un sujet scandaleux sur le plaisir. Je me souviens. Ah oui, si, je sais, oui, il y avait Moreau, c'était Moreau et Maurice Ronet. Oui. Oui. Et ça avait fait scandale à l'époque. Oh, à l'époque, les scandales étaient. Les gens étaient timides. Et je crois que votre complice était Paul Cousin, qui va plus tard produire toutes les émissions de Jacques Martin le dimanche. Paul Cousin, qui était le patron de Science et Avenir. Oui. Et je l'ai eu effectivement, comme producteur et comme journaliste. On avait beaucoup de films ensemble. Je l'aimais beaucoup. C'était un type très sympathique. Voilà, vous connaissiez pas la science, vous faisiez ça. Moi, je connaissais pas la science, mais j'avais un frère qui était polytechnicien, mais ça n'avait pas de rapport. Ça ne m'était pas arrivé. Alors, l'animateur de l'émission, on l'a oublié aujourd'hui, c'est Marc Gilbert, qui va ensuite présenter Italique, qui est une émission révolutionnaire et que vous allez aussi réaliser. J'ai fait la première émission d'Italique. C'était un peu ce qu'a fait Pivot après. Exactement. C'était des auteurs qui venaient parler de leurs livres. Et j'ai eu la chance, en réalisant cette émission, de rencontrer Truffaut. Oui. Ça, je me souviens encore, parce qu'il y avait une émission sur lui et j'ai vu François Truffaut pour qui j'avais énormément d'admiration. Et c'était une émission novatrice à l'époque, à l'image des talk-shows américains. Je crois que c'est Pierre Sabag qui avait ramené l'idée. Oh, ça, je me souviens plus bien. Je me souviens de Pierre Sabag, mais je ne sais plus tellement l'origine de l'émission. Pierre Sabag avait beaucoup d'idées. C'est lui qui a inventé le journal télévisé. Il avait beaucoup d'idées, c'est évident. Et vous savez que le journal télévisé, quand il l'a inventé, il n'avait aucun moyen, donc on amenait les bobines de film, et pour les développer, on prenait des boîtes vides de petits pois à la cantine, et on posait des bobines de film dessus pour développer les images. C'est étonnant. Voilà. Et c'est vrai que Marc Gilbert, là aussi, on l'a un peu oublié, ça a été un pionnier aussi des émissions où le public a un rôle à jouer.
Parce qu'il y avait quand même des débats dans l'émission. Il y avait des débats bien avant Droit de réponse dans Italique. Ah oui, alors vous savez ça, ma mémoire n'est pas toujours très fiable, et là, ça, je ne me souvenais plus de ça. Et il y avait des débats, il y avait des débats parfois très tendus. Et c'est vrai que dans ces cas-là, quand on est réalisateur de ce genre de choses, il faut tenir le choc, faut suivre tout en même temps. Oui, vous savez, on met une caméra en plan large avec les deux personnes qui se chamaillent, et c'est pas trop compliqué. Oui, ça fait du repos pour le réalisateur. On met un plan large. Et les techniques avaient évolué, c'était déjà plus facile de faire de la télévision dans les années 70 que les années 60 Quand vous entendez facile, c'est-à-dire... Techniquement. Techniquement, vous savez, faire des images, c'est toujours avec que ce soit une caméra électronique ou une caméra mécanique. Le problème, c'est surtout d'avoir un œil pour montrer. Mais l'appareil qu'on a n'est pas déterminant, ni complique pas la vie. C'était les studios de la rue Cognac-Jet et de début de Chaumont. Oui, c'était les grosses caméras électroniques, c'était pour ce qui était le direct. Mais pour les reportages, on avait des caméras, des Bellowell, je me souviens. Mais c'était non au point. La technique, si vous voulez, j'ai jamais pensé que la technique était déterminante dans nos métiers. Je pense que c'est important, c'est l'œil qui est derrière la caméra. L'œil et la voix parfois, et il y a une voix très célèbre aussi qu'on va évoquer à travers une autre date, le 18 février 1983. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Louis Fournier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Louis Fournier, réalisateur d'émissions de télévision célèbres. On a parlé de vos débuts avec les années 60, années 70 et Italique. Auteur, romancier, nous parlerons tout à l'heure de Mon petit frère, votre nouveau roman inspiré de votre vie chez Philippe Ray. Et puis, vous avez fait beaucoup de choses à la télévision. Et il y a notamment le 18 février 1983, une émission mythique que vous allez réaliser et qui débute. La minute de Monsieur Cyclopède. Ah oui. Ça c'est une aventure incroyable. Et ça va durer 2 années. C'est une minute qui a duré 2 ans, oui. Oui. À cause d'une rencontre exceptionnelle, Pierre Desproges. Comment c'est né cette rencontre? J'ai rencontré un soir, on était des gens de la télévision qui étions réunis, et puis après, en prenant le café, on a commencé à parler de la télévision et à en dire du mal, parce que la télévision, on en dit toujours du mal, oui. Même ceux qui la font. Et tout le monde a dit oui, la télévision c'est nul. Et il y a Desproges simplement qui a dit non. La télévision c'est pas nul entièrement. Il y a un film d'animation qui passe qui s'appelle les aventures d'Antivol, l'oiseau qui a le vertige, et ça c'est formidable, c'était moi qui l'avais fait. Alors j'ai fait signe à Desproges, je lui ai dit, c'est moi. Et il m'a demandé en mariage. Voilà. Et j'ai refusé. Et j'ai bien fait. Et c'est vrai qu'à l'époque, Pierre Desproges débutait, parce que moi j'ai connu Pierre Desproges à ses débuts, quand il était chroniqueur à l'Aurore. Non, bien avant, il était chroniqueur à l'Aurore. Il avait une petite rubrique qui permettait de parodier l'actualité. Et c'est là où Jacques Martin l'a repéré et l'a emmené au Petit Rapporteur. Exactement. Et puis Sagan aussi avait repéré ses chroniques. Voilà. Et d'ailleurs, il est devenu ami avec Sagan. D'ailleurs, le reportage où il fait la fausse interview de Françoise Sagan, bon, elle était un peu préparée. C'est-à-dire que Françoise Sagan avait accepté de jouer le jeu. Je ne sais pas si vous le savez, Jean-Louis. Oui, si, mais elle a été formidable. Je sais pas, elle a été formidable en tout cas. Absolument. Parce qu'elle aurait pu le rembarrer en disant que c'est cet abruti et tout ça. Elle était gentille, elle était vraiment... Elle était chat. Je crois pas qu'elle savait que c'était un truc bidon. Parce que le soir... Ça, c'est Pierre qui me racontait ça. Le Pierre, elle l'a invité dans un restaurant fabuleux. Et là, ils en parlaient. Mais moi, j'avais été frappé. Je crois qu'au début, elle avait vraiment cru que c'était un type un peu débile qui venait l'interviewer. Et comme elle était gentille, elle ne s'est pas moquée de lui. Elle a eu bien raison. Alors, pas mal. Pierre Desproges, donc vous le rencontrez un soir. Qu'est-ce qui vous amène sur le chemin de la minute de Monsieur Cyclopède, Jean-Louis Fournier? Si vous voulez, c'est qu'il savait que je faisais des petites choses. J'avais fait la Noiraude aussi, la vache. On va en parler tout à l'heure. Oui, et donc j'aimais bien les programmes courts. Puis on avait un peu le même esprit, on riait un peu des mêmes choses. Et puis Pierre avait dans la tête de faire comme ça un espèce de professeur, un érudit qui disait un peu n'importe quoi. Et puis voilà, c'est arrivé comme ça. Et puis j'ai collé la photo de Pierre sur mon horloge. Et puis c'était le générique, vous vous souvenez, il y avait sa tête qui allait de droite à la gauche.
Et puis on a fait cette émission. Au début, personne n'y croyait. Tout le monde nous disait ça passera jamais, votre truc, ça veut rien dire. Et puis ils se trompaient. Voilà, c'était au départ l'idée, une parodie de leçons de choses, de savoir vivre. Oui, un petit peu. C'était une parodie. On se moquait de tout ce qui était sérieux. Voilà. Et vous écriviez les textes ensemble ou comment ça Non, c'était surtout Pierre. Moi, je voulais essayer sa patte à lui. Et moi, on les regardait après ensemble. J'ai rectifié. Mais c'était des textes de Pierre. Voilà. Et le titre de chacun des épisodes est une phrase à l'impératif présent et à la première personne du pluriel. Toujours, oui. Pourquoi ? Je sais pas. Ça avait un côté... c'est un choc. C'était à l'impératif. Égayons une veillée funèbre, par exemple. Oui. Égayons une veillée funèbre, je trouvais que c'était marrant. La première émission, je crois que c'était Abolissons l'anesthésie. Oui, absolument. Alors, il fallait trouver des sujets comme ça dans tous les sens. Il y avait de tout. Vous savez, au bout d'un moment, on était rompu à ça, on pensait encyclopède, c'est-à-dire que chaque fois, on voyait l'occasion de faire... on en a fait des... Moi, je les ai tous et je les regarde quelquefois. Et je dois vous dire que j'ai fait après des films très sérieux à la télévision. Mais je suis très fier d'avoir fait ces bêtises. Et le nom de cyclopède, c'est Pierre qui l'avait trouvé ? C'est Pierre qui l'avait trouvé. Comme ça ? Oui. Je sais pas par quel chemin c'est arrivé là. Et il avait une formule pour présenter l'émission, Pierre Desproges. Il disait « Notre objectif est de diviser la France en deux, les imbéciles qui n'aiment pas et les imbéciles qui aiment. » C'était ça c'était lui, ça, la provocation. Et ça n'a pas fait scandale à la télévision, au départ ? On nous a dit, pendant qu'on le faisait, on disait, vous savez, ça passera pas, ou ça va pas passer longtemps, vous allez être censuré, et tout ça. Il n'y a jamais eu de... C'était Moati, au départ, qui nous avait commandé ça. Il était responsable, Moati. Oui. Puis, et nous, et il a dit, tiens, ces deux-là, ils devraient bien s'entendre pour faire une émission. Et puis, effectivement, parce que ça a duré un bon moment. Hein. 2 ans. 2 ans, oui. Il y a eu des sujets quand même sacrés. Rentabilisons la colère de Dieu, un fauteuil, les biens tabous, le fauteuil pour sourds et malentendants. Aujourd'hui, ça passerait pas, Jean-Louis Fournier. Écoutez, je sais pas, faut essayer de le faire pour voir. Oui. On peut pas dire. Mais à l'époque, ça n'a jamais fait de scandale ? On n'a jamais eu aucune émission censurée, sauf il y en a une qui a posé des problèmes. C'est parce que c'était rentabilisons l'agonie d'un vieillard. Et on avait pris un vieillard qui avait une barbe, qui était en train de mourir, et on avait mis des œufs dans sa barbe, et puis pour profiter et les œufs, si vous voulez, ont éclos pendant l'agonie. Et à la fin, on avait mis des petits poussins qui étaient dans la barbe du monsieur. C'était absolument charmant. Oui, ça n'a pas pu. On nous avait dit, c'est pas très bien de vous moquer de ça. Mais vous savez, moi, je crois que c'est bien, c'est très sain de se moquer de tout ce qui est grave. Et il y avait aussi Pierre Desproges qui a inventé une formule qui restait un classique, c'est étonnant non. Ah oui, c'était ça. Il voulait étonner. Et comment est née cette formule comme ça à chaque... je sais pas ça. À chaque fois. C'est lui qui me l'a ramené, ça étonnant, donc il n'était pas question de... Et finalement, à cette époque-là, Pierre Desproges est au sommet de sa gloire. C'est-à-dire qu'il a fait de la télévision et il a commencé par faire des seuls en scène, ce qu'il n'imaginait pas du tout. Comment il prenait ça ? Au début, si vous voulez, il y a Bedos qui l'a beaucoup aidé. Hein. Oui, Guy Bedos l'a aidé, oui. Guy l'a beaucoup aidé, hein. Ça vraiment, il lui a donné des conseils. Moi aussi un petit peu, si vous voulez. Et puis, et fort de tout ça, il est monté sur scène, parce qu'il était quand même un peu timide, Pierre. Bien sûr. Hein, et puis il a eu du succès. Parce que, je sais pas, les gens trouvaient un ton qu'il n'y avait pas chez les autres comiques. Et ce ton, il l'a développé jusqu'à la fin. Et je crois que la formule qui a été lancée quand il est décédé, c'est de vous, Jean-Luc Fournier. Oui, si vous voulez, quelqu'un avait fait une espèce de texte ronflant, un père de famille exemplaire nous quitte et tout ça. J'ai dit, mais Pierre va mourir une seconde fois s'il entend ça. Et sa femme, elle me dit, oui, trouve quelque chose, toi. Et puis j'ai dit, Pierre Desproges est mort d'un cancer étonnant, non ? Exactement. Je trouvais que c'était synchrone, et puis lui, ça lui aurait plu. Oui, ça. Mais personne ne savait qu'il était malade à l'époque. Il l'a bien... oui, parce qu'il a fait ses tournées, il était courageux, hein, étant malade, il faisait quand même ses tournées. Ça l'aidait à vivre. Hein. Vous savez, si on lui avait empêché de faire ses tournées et son travail, ça aurait été encore pire. Aujourd'hui, il est culte. Ces sketchs, tout le monde j'espère.
Ah oui, ses livres sont partout, ses sketchs sont suivis. J'espère. Il a vraiment créé un genre. C'était d'une grande qualité, surtout si vous voulez, c'était un comique qui avait du style. Il écrivait bien le français. Et ça, c'est quand même... On voit plus ça maintenant beaucoup. Et puis, il y a un autre personnage qui a aussi marqué son époque et sur lequel vous avez réalisé un film, et c'est aussi un privilège, c'est Robert Doisneau, Jean-Louis Fournier. Ah, Robert Doisneau, oui, ça, c'était un homme adorable, ça. C'était un homme absolument charmant, puis un grand artiste, un grand photographe, avec qui j'ai travaillé. Et moi, j'ai une petite anecdote sur lui, Doisneau, pour vous montrer la délicatesse du personnage. Un jour, j'avais donné rendez-vous à un endroit de tournage, et je suis arrivé en retard. Et quand j'en étais malade, évidemment, et Doisneau, il m'a dit, vous devez être il m'a dit, Jean-Louis, vous devez être très ennuyé parce que c'est terrible d'être en retard. Il m'a pas pardonné, mais il m'a plaint. Il s'est pas plaint, lui, d'avoir attendu. Il m'a plaint, moi, d'avoir fait attendre les autres. C'est fou, hein. C'est quand même pas mal, cette délicatesse-là. Et aujourd'hui, il est mythique, Robert Doisneau, ce qui n'était pas le cas à l'époque. D'ailleurs, il faisait des photos, mais c'était pas l'artiste qu'on recherchait un peu partout. Ah, ça a commencé, on sentait quand même, il y avait une espèce il avait un regard angélique sur le monde qui était vraiment formidable. Et il faisait des photos d'un Paris qui n'existe plus, et c'est ce que vous avez tourné avec un reportage avec Robert Beauvais, je crois. Oui, on avait tourné pas mal de gens, avec Maurice Baquet aussi, on avait fait un film où il y avait Doisneau. Voilà. C'est Maurice Baquet qui était un de ses amis, qui était violoncelliste. Et on l'avait photographié en train de jouer du violoncelle dans les caves, je sais plus où c'était. Les caves de Saint-Germain-des-Prés, je crois. Ouais, c'est pas impossible. Alors, il se trouve aussi qu'à cette époque, il y a des photographies dans le film, les photos de Doisneau n'étaient pas mythiques. Il ne pensait pas qu'un jour il deviendrait aussi célèbre. Oh, certainement pas, non. C'est pas par hasard, c'est le devenu célèbre. Il avait un regard unique, et c'était pas des photos qui étaient trafiquées, si vous voulez. Il était face à face avec le naturel, avec la vérité. Et vous-même, vous étiez devenu ami avec Doisneau. C'était une rencontre formidable. Ah j'ai été très content de le rencontrer. C'est ça la chance des réalisateurs de télévision, c'est qu'on a la chance d'approcher des personnes qu'on n'aurait pas dans la vie commune pu approcher. Et le baiser de Maurice. Et le fameux baiser d'Hôtel de Ville. Oui, on a dit que c'était des figurants. Oui. C'est vrai ou non? C'était pas des figurants, bien sûr que non. On va continuer à évoquer votre carrière et votre parcours à travers une autre date, le 19 juillet 1976. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Louis Fournier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Jean-Louis Fournier. Nous parlerons tout à l'heure de Mon petit frère, votre livre chez Philippe Ray. Nous avons évoqué vos débuts à la télévision, le Monsieur Cyclopède, mais la télévision aussi est liée à une autre date pour vous, le 19 juillet 76. C'est la première de Pachyderm Story. Et ça, c'est une série d'animations de courts-métrages sur la vie des éléphants ou sur leurs caractéristiques, Jean-Louis Fournier. Ah oui, j'ai été hanté par les éléphants. Je ne sais pas pourquoi, il m'est arrivé cette passion pour ces grosses bêtes. Oui. Que je trouvais très touchantes, parce qu'en plus, ils sont très, très sensibles et très intelligents, les éléphants. Puis je trouvais quelque chose dans leur regard quand je vois les très grands éléphants qui sont en train de s'occuper d'un tout petit éléphant, ça me met presque les larmes aux yeux. Et en même temps, les éléphants... Ça charmant. Oui, les éléphants, on connaissait grâce à Babar. Babar, d'ailleurs, en fait, quand il a été publié... C'était Brunhoff qui a fait ça. Jean de Brunhoff, mais ce qu'on ne sait pas... Je connaissais bien Brunhoff. Vous le connaissez bien? Oui. Il y avait Jean et Laurent de Brunhoff. Ah c'était Laurent. Voilà. Son père, Laurent. Jean, a créé le personnage. C'est Laurent. Et comme personne ne voulait l'éditer, il a fait appel à son oncle, qui s'appelait l'oncle de Jean de Brunhoff, qui dirigeait le Jardin des Modes. Et c'est comme ça que les 7 premiers Babars sont sortis dans l'indifférence générale avant de devenir des classiques. Ah oui, d'accord. Alors, vous avez donc décidé de faire un dessin animé à partir des éléphants, Pachyderm Story. Oui, j'ai fait des éléphants de toutes sortes. J'ai inventé des éléphants... mais je me souviens plus très bien. Il y avait des situations psychédéliques, absurdes totalement. Ah, c'était absurde, oui, mais oui, je me souviens même plus des titres. Je me souviens de Pachyderm Story, mais
il y avait des éléphants en poudre, par exemple. Oui. Des choses complètement surréalistes. Alors c'était à l'époque un ovni dans le paysage de l'audiovisuel. Comment c'était né? Comment vous aviez réussi à convaincre les chaînes de télévision de tourner ce genre de choses? Je crois qu'à l'époque, il y avait une personne qui était la directrice du service d'animation, qui s'appelait Catherine Soisson, Oui. qui était la femme d'ailleurs de monsieur Jean-Pierre Soisson, Oui. le ministre, et qui avait été intéressée par l'insolite de la situation. C'est-à-dire qu'il y avait ces éléphants qui vivaient toutes les situations et la voix de l'éléphant était assurée par Monique Tarbès. Absolument. Et il y avait Roger Carrel aussi. Carrel. Mais j'adorais Monique Tarbès. Pour moi, c'était une des comédiennes les plus drôles, les plus extraordinaires, avec sa voix éraillée, elle était extraordinaire. Ah oui, Tarbès, ah oui, c'était génial. Et Monique Tarbès a tourné notamment dans Les Cracks avec Bourvil. Elle conduisait un triporteur qui n'était pas d'une grande qualité, et c'est elle qui a fait tomber Bourvil dans le triporteur. Et c'est là où, après des examens, on a découvert que Bourvil avait un problème plus grave et souffrait d'un cancer. À la suite de cette chute dans ce tournage, ça, je savais pas. dans le tournage du film des Cracks. Alors, cette série est à peu près passée inaperçue parce que elle est passée, je crois, le samedi dans Restez donc avec nous, l'émission de Denise Fabre. Ah oui, alors ça, je me souviens plus. Parce que c'est une série dont on vous a peu parlé, finalement. Il y a eu pas mal de films. Si vous voulez, l'intérêt de Pachyderm Story, c'est que ça m'a permis de faire mes premières armes dans le dessin animé, et après de faire des choses beaucoup plus personnelles, comme l'oiseau qui a le vertige, comme la vache noiraude. On va en ça. parler, justement. C'était le prélude à ça. C'était Le prélude, et justement, Noiraude, on va en écouter un extrait. Alors, les plus anciens se souviennent de la Noiraude, qui est une vache hypocondriaque qui téléphone à son vétérinaire en permanence. Allô? C'est la Noiraude. Je voudrais parler au vétérinaire. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment est née cette idée totalement folle? l'idée est apparue très simplement, c'est que j'avais une maison de campagne qui était voisine de la maison du vétérinaire, qui était un de mes amis, qui s'appelait Patrick Rouamant, qui n'est plus de ce monde. Et quand le téléphone sonnait, il avait mis son téléphone dans son jardin, quand il y avait des urgences, et moi j'étais dans mon jardin avec ma femme, et on entendait le téléphone. Et chaque fois que le téléphone sonnait, je disais à ma femme, tiens, c'est une vache qui appelle. Parce qu'évidemment, mon père était médecin. Quand le téléphone sonnait, on disait, tiens, il y a une cliente qui se sent pas bien. Quand c'est un vétérinaire que le téléphone sonne, c'était une vache qui appelait en disant, docteur, je ne vais pas bien, venez me voir. Et puis, chaque fois, ma femme connaissait, c'était un running gag, chaque fois je disais la Noiraude. Et puis, la télévision, après Mes éléphants, m'a dit, est-ce que vous n'auriez pas une idée pour faire une série pour les enfants? Et puis j'ai eu cette idée, j'ai dit, bah tiens, je vais me servir de cette idée de vache, la Noiraude, une vache hypocondriaque qui se plaint toujours au vétérinaire, qui la rassure chaque fois, parce qu'elle n'est pas vraiment malade, c'est une malade imaginaire. Et il y a eu 61 épisodes, et les questions étaient très insolites. Par exemple, il y a un jour, elle demande à son vétérinaire, est-ce qu'une blanche vaut 2 noirs? Ah, ça été un gros drame, ça, oui. Est-ce qu'une blanche vaut 2 noirs? Parce le troupeau était passé devant un conservatoire, et le professeur avait les fenêtres ouvertes, et il était en train d'étudier le solfège, et il avait dit une blanche vaut 2 noirs. Et évidemment, les vaches blanches se sont empressées de le répéter à la Noiraude. Et ça l'a rendu un petit peu triste. Et puis après, alors le vétérinaire lui a expliqué en disant, écoutez, il ne s'agit pas de vaches, il s'agit de notes de musique. Et c'était le temps qui était imparti, qui était long ou plus court. Et donc elle a été rassurée. Alors, cette série est mythique pour une génération, celle qui regardait L'île aux enfants, car vous étiez dans le programme de L'île aux enfants et de Casimir, Jean-Louis Fournier. Je passais tous les... Je crois que c'était tous les soirs, je pense. Hein. Oui, c'était bien de passer comme ça, d'occuper l'esprit des enfants avec la Noiraude. Et oui, la Noiraude est un personnage je l'ai offert récemment à un fromager, parce que j'en avais une en bois qui avait été réalisée. Et je savais pas pu où la mettre, et je l'ai donnée à un fromager. Elle est actuellement dans une fromagerie parisienne, et il y a beaucoup de clients qui disent, mais c'est la Noiraude, ça leur rappelle leur jeunesse. Oui, et c'est vrai que c'était quelque chose quand même de très absurde, et c'était pas évident que les enfants soient ouverts à ce genre d'humour, Jean-Louis Fournier. Faire parler des animaux, pourquoi pas? Moi, je suis persuadé que les animaux,
il pense donc pourquoi il ne parlerait pas aussi. La voix de la Noiraude, c'était Ginette Garcin. C'était Ginette. Mais j'avais eu des difficultés pour trouver une voix, parce que j'avais appelé des grandes dames de la Comédie Française, je me souviens, en leur disant, j'aimerais bien avoir votre voix pour faire une vache. Elle m'avait écrit en disant, écoutez, monsieur Fournier, non, nous ne tenons pas, je ne tiens pas à faire une vache. Mais Ginette Garcin, qui était très fine, elle a trouvé que c'était bien, et elle a fait quelque chose de formidable. Elle savait tout faire, Ginette Garcin. Elle était géniale. Elle a d'ailleurs triomphé à la fin de sa vie avec Le Clan des Veuves, qu'elle avait écrit après la mort de Robert Beauvais, son mari. Et ça a été un triomphe total. Ah, elle était vraiment, elle était parfaite dans la Noiraude, parce qu'en plus elle était émouvante. Elle n'était pas seulement drôle, parce que la Noiraude n'est pas un personnage. C'est une vache qui se plaint toujours, donc forcément elle est quelquefois un peu triste, et elle faisait ça bien, avec beaucoup d'humanité. Et vous preniez quelques voix aussi, vous en rajoutiez. Oh, bah, j'ai eu d'autres voix. J'ai eu, par exemple, Mais vous-même, vous preniez des voix. Certainement, Oh oui. Bien sûr. Mais c'est vrai que ce dessin animé a marqué une génération. On parle beaucoup de Casimir, mais il y a eu aussi la Noiraude. La Noiraude, ça a beaucoup plu. Ça a beaucoup plu. Pourtant, au départ, j'avais eu du mal avec Isard. Isard était le patron. Christophe Isard, oui. À lui imposer mon histoire de vache. Oui. Il m'a dit, ça sent la psychanalyse. Je dis, pas du tout, ça va pas du tout être une histoire de psychanalyse. Et je lui avais dit, tu vas voir, fais la Noiraude, et puis il s'est rendu compte. Il y a même eu des livres ensuite. Ah ben, il y a encore des bouquins sur la Noiraude. Il y a encore des gens les grands-parents qui le lisent à leurs petits-enfants. Et il y a les arrière-grands-parents qui ont connu une autre Noiraude, celle chantée par Charles Trenet. C'était une poule zazou. Viens donc, Mélie, viens donc voir. Je crois bien que la Noiraude a quelque chose qui la démange. Elle a l'air contente, elle n'a pas l'air méchante. Vous connaissez la Noiraude, la poule zazou, une chanson de Trenet, où c'est la poule qui s'appelle la Noiraude. Et cette chanson a été écrite en 10 minutes. Il manquait une chanson. C'est marrant, non, je ne connaissais pas. Et c'est une chanson qui a été écrite en 10 minutes à Bruxelles, avant l'enregistrement, pendant la guerre. Et Trenet l'a écrite, enregistrée, c'est devenu un succès immédiat. Ah, c'est marrant. C'est drôle comme quoi... Pas du tout, ça. Et elle s'appelle la Noiraude. Alors, il y a aussi ce grand frère de la Noiraude, si on peut appeler ça un grand frère, c'est Antivol, le dessin animé que l'on retrouve encore aujourd'hui sur YouTube. Aurait-on idée de couper les nageoires d'un poisson pour l'empêcher de voler, de nager? Mais il se noierait. Aurait-on idée de couper les jambes d'un homme pour Antivol, l'empêcher ça de aussi, voler, c'est l'oiseau qui avait le vertige. Ça, c'est aussi la suite logique de tout ce que vous avez fait. Bah, j'aime bien, si vous voulez, de rapprocher des choses qui n'ont rien à voir l'une et l'autre. Et un oiseau et le vertige, c'est des choses qui ne vont pas bien. Et je pense que le comique, c'est souvent ça. C'est de rapprocher, d'assembler, faire un assemblage étrange. Et une fois, quelqu'un m'a demandé une chose, c'était intéressant, en disant, tiens, mais pourquoi vous avez toutes ces idées-là, des vaches qui parlent, des trucs comme ça? Je lui dis, parce qu'à la différence des gens sérieux, dans mon cerveau, rien n'est rangé. Tout est en vrac, et il se trouve des choses qui sont côte à côte, qui n'ont rien à voir ensemble. Et là aussi, ça a été clair, les enfants ont apprécié Antivol. Ça a été tout de suite un succès. Oui, puis ça a été plus loin qu'un succès, c'est que ça a rassuré des gosses qui avaient, par exemple, le vertige. C'est vrai? Ils n'avaient plus honte d'avoir le vertige, parce que Antivol avait le vertige. Et il trouvait toujours Antivol une bonne raison pour ne pas voler. Par exemple, il expliquait qu'il était plus lourd que l'air. Il y avait toujours quelque chose. Bah, il voulait pas salir ses ailes, il trouvait tout ça. Mais ça, je sais que c'est des parents ou des enseignants qui m'en ont parlé, qui m'ont dit que les enfants étaient moins, n'étaient pas du tout, étaient rassurés. Rassurés à cause d'Antivol. Là aussi, ça a marché tout de suite, Antivol. Ça a été un véritable succès. Oui. Un succès à la télévision et un personnage qui a encore marqué une génération. Bah, ça a bien marché. Donc, ça veut dire que c'était pas des mauvaises idées. Alors, faire un dessin animé, c'est quand même pas simple au départ, quand on ne connaît pas ce métier. Bah, si vous voulez, il suffit d'écrire une histoire. Oui, mais après, il y a toute la technique. Ah bah oui, mais moi, je m'occupe pas de ça. Moi, je laisse ça aux dessinateurs. Il y avait un très bon dessinateur qui s'appelait Gilles Gay, qui a fait les dessins et puis les animations et tout ça. Mais ça, moi, si vous voulez, moi, je vendais
j'aurais vendu ça comme des petites nouvelles. C'était pareil. Hein. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de dessins animés à la télévision. On avait eu dans les années 60 les dessins animés de Jean Image et pas grand-chose ensuite, Jean-Louis Fournier. Ben non. Non, il n'y a pas eu grand-chose ensuite. Et vous n'avez pas eu le sentiment d'être un pionnier avec ces dessins animés? Oh, un pionnier. Non. Mais si vous voulez, ça me permettait ça me permettait quand même d'exploiter des choses inattendues, de mettre ensemble des choses inattendues, comme le vertige et un oiseau, comme une vache qui pleure. Et exactement. Mais ça, c'est votre côté absurde que vous avez toujours eu? Je crois l'avoir toujours eu, oui. Oui. Je crois l'avoir toujours eu. Et ça vient d'où? Ah bah ça alors, mystère. Mystère? Mystère. Parce que vous avez quand même fait des grands sauts en partant de documentaires pour arriver au dessin animé. C'est pas si fréquent parmi les réalisateurs de télévision. Bah non, mais j'ai fait beaucoup de choses. Enfin, j'ai eu énormément de choses dans ma vie. J'ai eu une chance énorme de faire ces métiers-là. C'est des métiers exceptionnels parce que j'ai écrit, je suis monté sur scène, j'ai quand même fait des spectacles chez Rib au Rond-Point. J'ai joué mes livres et ça, c'était vraiment un grand bonheur, un grand plaisir. On va en parler justement de tout ça à travers la date de votre dernier livre, le 5 octobre 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Louis Fournier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Louis Fournier. On a parlé de votre carrière à la télévision, avec vos débuts, avec Pierre Desproges, avec des dessins animés dont Antivol. D'ailleurs, mon réalisateur Quentin connaît Antivol, c'est-à-dire si vous avez bercé ces jeunes années. Et là, on arrive au 5 octobre 2023 avec la sortie d'un livre, Mon petit frère. C'est un roman autobiographique et vous parlez de Yves-Marie, votre frère cadet, avec qui vous avez grandi, et vous consacrez ce livre à ce frère qui était polytechnicien alors que vous étiez un cancre. Vous savez, bon, entre parenthèses, c'est mon 40e livre. Oui. Entre-temps, j'ai affiné mon métier et j'ai fait énormément de livres sur ma famille. Oui, parce que vous êtes devenu un spécialiste du livre de la famille en racontant votre vie dans ces livres-là. J'ai surtout fait un livre qui a eu l'honneur du prix Femina, qui était Où on va papa, qui est devenu un succès international, qui était vendu dans le monde entier, qui était vraiment le déclenchement de tout. Et j'avais commencé à faire un livre sur mon père, qui s'appelle Il a jamais tué personne, mon papa, qui était, mon père était médecin alcoolique. Et j'ai raconté ça, puis petit à petit, je me suis habitué à faire les gens. J'ai fait Ma mère du Nord, qui est un livre sur ma femme. Et puis après, beaucoup de livres. Et celui-là, c'est le dernier que j'ai fait sur ma famille. Alors, on va y revenir, mais j'en reviens à ce prix Femina, parce qu'effectivement, c'était un roman bouleversant, puisque vous aviez deux enfants, hélas, handicapés. Et avoir le prix Femina, c'était une surprise pour vous, parce que c'était complètement extraordinaire quand vous pensez que Yourcenar a eu le prix Femina. Oui. Donc, me retrouver au niveau d'Yourcenar, c'est pas mal, non ? Et comment est venue l'idée d'écrire des romans sur votre famille, Jean-Louis Fournier? C'est pas l'idée d'écrire des romans, c'est parce que j'avais envie de parler de ma famille et de raconter un peu ce qui m'était arrivé. Mon père alcoolique, par exemple, c'était tellement étrange que j'en parlais à tout le monde et je racontais un peu comment il était. Et j'aime bien partager ce que j'ai vécu. Et donc je le racontais. Et puis j'ai pensé que le mieux... Et je le racontais mais aux gens qui étaient autour de la table. Et quand on écrit, on le raconte à des milliers de gens. Et c'est ça, j'avais envie de raconter des choses. Et donc, vous avez commencé avec un livre, 2 livres, et vous êtes arrivé à 40 parce que les histoires sur votre famille sont infinies. Oui, comme dans toutes les familles, si vous voulez. Et puis j'ai surtout voulu faire une chose qui est plus importante, et ce que la littérature permet. Une fois, un journaliste m'avait demandé pourquoi j'écrivais. J'ai dit pour faire durer ce qui ne dure pas. Et c'est vrai que quand vous écrivez des livres sur les gens, les gens revivent. Et moi, je considère que le livre sur mon frère qui est mort, il est moins mort qu'avant maintenant. Oui, à cause de mon livre. Justement, ce frère, c'est Yves-Marie, qui détestait parler de lui d'ailleurs. Oui, il parlait absolument pas de lui. Il n'aimait pas, non, c'était l'inverse de moi. Et vous l'aviez évoqué dans un livre qui était le Petit Mône.
J'avais fait un pastiche du petit môle. Moi, j'étais le grand môle, évidemment. Et puis, j'avais fait, à la différence d'Alain Fournier, c'était le grand môle qui était le héros. Et moi, j'avais inventé un petit frère au grand môle qui racontait, qui parlait du grand môle, mais sans trop de tendresse, d'ailleurs. Et votre petit frère, vous n'en aviez jamais parlé, justement. Il a fallu attendre cette année, ce 40e livre, pour en parler. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'il est mort voici quelque temps. Et surtout, il était timide, alors que vous étiez cancre, séducteur, et puis... Nous étions l'inverse. L'un parlait, l'autre pensait. Il avait une vie, il était excessivement brillant intellectuellement. Il a fait Polytechnique, donc c'est quand même une preuve. Et il était timide. Il était timide, il se mettait pas en avant. Il était vraiment... Je me souviens, le jour de mon mariage, par exemple, j'avais comme témoin Pierre Desproges. Et je lui ai présenté Pierre Desproges. Et mon frère, qui avait déjà fait Polytechnique, qui était polytechnicien, tremblait. Ah bon? Devant Pierre Desproges. C'était presque Desproges qui aurait dû trembler devant mon frère. Eh ben, il tremblait je sais pas, il était très timide, maladivement timide. Et vous racontez avec beaucoup d'émotion ce frère qui était toujours le premier de la classe, alors que vous étiez carrément le dernier, Jean-Louis Fournier. Pas en français. Oui, à part le français. Français, j'avais des bonnes notes et en gymnastique, je me débrouillais bien. Oui, mais sinon, c'était pas brillant, ça vous intéressait pas? C'était pas brillant, non, ça m'intéressait pas, non. Et il vous aidait, je crois, à résoudre vos problèmes de mathématiques. Ouais, très gentiment. C'était venu pour comme ça, Ah, c'était bien. Puis il le disait pas que c'était lui qui m'avait aidé. Et il était tellement discret que personne n'a su, jusqu'à ce que vous le racontiez, qu'il a été le plus jeune bachelier de sa région, votre frère. Il était, du Nord d'ailleurs, et la Voix du Nord est venue pour l'interviewer. Et, je sais pas, je pense qu'il devait avoir 14 ans ou un truc comme ça pour la première partie. Enfin, je ne me souviens plus très bien de l'âge. Et un journaliste de la Voix du Nord est venu pour l'interviewer, et il a pas voulu parler. Il a rien dit. Il n'a pas osé parler aux journalistes. Et alors, ma mère m'a raconté ça. Je lui ai dit, mais le journaliste avait qu'à me le filer. Moi, j'avais des choses à lui dire. Je lui aurais parlé. Mais c'est assez paradoxal, justement, de se retrouver face à un frère qui ne dit rien alors qu'on est particulièrement expansif. Je parlais pour deux. Voilà. Alors, je crois qu'il a même un jour calculé le nombre d'habitants de la Terre, votre frère Jean-Louis Fournier. Ah oui, il faisait des calculs étranges, savoir combien la différence entre les gens qui étaient au-dessus de la Terre et ceux qui étaient en dessous. Oui. Et bien évidemment qu'il y en avait plus en dessous. Il était arrivé à quelques milliards. Et ça, un calcul très compliqué. Ça vous impressionnait pas de voir que ce frère savait tout ça? Non, j'étais fier. Oui. Pas impressionné, j'étais fier. Et vous n'avez pas l'impression d'avoir été un sous-doué face à un surdoué? Par moments, je me disais, je suis moins doué que lui, mais je savais que j'avais d'autres qualités, si vous voulez. Et d'ailleurs, mon frère le sentait aussi. Il avait de l'admiration pour mon culot. Moi, j'avais du culot. J'étais capable de monter sur scène là, au Théâtre du Rond-Point pour raconter mes bouquins avec 200-300 personnes devant moi. Et mon frère est venu, et je me souviens qu'il était bouleversé, et puis parce qu'il s'imaginait pas lui être devant comme ça, parce que c'est pas évident d'être devant des gens et pour raconter sa vie. Il a quand même défilé un jour sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Oui, mais ça, il était pas tout seul, hein. Ils étaient en groupe, c'était tous les polytechniciens qui défilaient. Il était au milieu des polytechniciens, ça demandait pas un courage particulier. Marcher au pas avec 50 mecs, c'était pas il était pas tout seul. C'est assez rare cette différence entre deux frères, l'un surdoué, l'autre pas sous-doué, mais pensant à autre chose. On n'était pas différents au niveau d'être doué ou pas doué. On était différents au niveau qu'il y en avait un qui était timide et un autre qui avait du culot. C'était ça notre différence. Et c'est finalement le sujet de ce livre, et c'est assez rare ce genre de complémentarité. Vous auriez pu travailler ensemble tous les deux? Oui, j'évoque un moment les métiers qu'on aurait pu faire ensemble. Mais je disais, si on travaillait dans un théâtre, j'aurais été sur scène et tu aurais été dans le trou du souffleur. Exactement.
Et d'ailleurs, il vous a aidé pour une série de livres évoquant la grammaire et les mathématiques. J'ai fait une série de livres qui ont eu pas mal de succès dans les milieux scolaires. C'est La grammaire impertinente, qui était un très gros succès, qui a été fait après à la télévision, l'arithmétique impertinente. Et pour l'arithmétique impertinente, j'avais demandé à mon frère Yves-Marie de m'aider pour la résolution des problèmes, parce que c'était pas évident. Moi, j'aurais su le faire bien. Alors justement, c'était des livres scolaires, mais très particuliers, Jean-Louis Fournier. C'est des livres tout à fait particuliers. C'est des livres qui sont censés, si vous voulez, apprendre des choses, mais en riant. Simplement, comme exemple, la grammaire, vous avez tous les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe, et les verbes qui étaient choisis traditionnellement pour le premier groupe, c'était le verbe aimer. Et moi, j'ai mis le verbe péter. Et ça, je peux vous dire que ça fait un grand succès en classe. Et ça ne dégradait pas pour autant la conjugaison, parce que quand on apprenait le subjonctif imparfait de péter, que je pétasse, que nous pétassions, on apprenait très bien le subjonctif imparfait, mais en riant. Ouais. J'ai pensé que tout ce qu'on faisait en riant était mieux que tout ce qu'on fait en pleurant. Et vous avez donc hanté les écoles, les cours, et les professeurs l'ont bien prise, ce genre de choses. Ils l'ont prise, ils étaient ravis. Quand les gosses avaient été gentils, ils prenaient mon livre et puis ils lisaient une page à la fin. C'était en même temps pédagogique. Et en même temps, aujourd'hui, ce serait utile d'avoir ce genre de livre, non, Jean-Luc? Absolument. Vous avez tout à fait raison. On ne les trouve plus, ils ont disparu de la circulation. Pas du tout, ils sont en livre de poche, ils se vendent encore chaque année. Mais pas dans les écoles. Comment? Pas dans les écoles. Non, mais ils peuvent très bien rentrer dans les écoles. Mais ils pourraient être au programme scolaire, parce que des livres comme ça pour apprendre... Programme scolaire, oui, peut-être, je ne sais pas. Quand vous avez réfléchi à ça. Quand vous avez créé ces livres, est-ce que vous pensiez, disons, l'état de l'orthographe ou de la langue française, c'était déjà celui qu'on connaît aujourd'hui, ou est-ce que c'était moins pire? Là, j'ai l'impression, je connais pas mal de jeunes avec qui je discute tout ça, je suis un petit peu accablé sur de grammaire. Quelquefois, je leur prête un de mes bouquins pour apprendre. Je leur dis, vous savez, les gars, il y a du travail encore à faire. Maintenant, ils écoutent beaucoup de choses. Ils lisent moins et ça m'inquiète un peu, je pense. Vous aviez un point commun avec votre frère, c'est la passion de John Wayne, je crois. On aimait beaucoup John Wayne. C'était le western, pour nous, c'était extraordinaire. Les westerns, c'était... Puis John Wayne était un personnage, je trouvais, sympathique. Personnage curieux. Il a refusé, comme il était pro-américain, de tourner à Sainte-Mère-d'Église dans Le jour le plus long. Et il était fâché avec Daryl Zanuck parce que Daryl Zanuck avait dit du mal de Alamo. Ça fait que John Wayne a failli ne pas tourner dans Le jour le plus long. C'est extraordinaire. C'est fou, hein. On l'a rattrapé à la dernière seconde. Ouais. Et vous avez une autre passion avec votre frère, c'est le curé de Cucugnan. Ah oui, ça, on aimait beaucoup les lettres de Montmoulin. Ça, c'était notre grand... oui, on a lu beaucoup. On a lu des choses intéressantes parce que notre mère était professeure. Elle avait été professeure de lettres et donc on avait des conseils, si vous voulez. On lisait des choses intéressantes. En même temps, c'était une éducation complémentaire, les mathématiques et le français. Oui, évidemment. Est-ce que finalement, tout ce que vous avez appris ou pas appris à l'école vous a servi dans votre vie professionnelle? Vous avez fait votre culture en autodidacte, Jean-Louis Fournier? J'ai fait surtout, si vous voulez, grâce à mon métier de réalisateur, j'ai pu approcher énormément de gens. J'ai fait des portraits de Claude Lévi-Strauss, de tous ces gens-là. Il est évident que ça amène des connaissances d'entendre ces gens-là parler. Voilà. Et en même temps, ce sont des gens qui, comme votre frère, avaient une intelligence particulière qui vous a enrichi à chaque fois. C'était évident. J'ai des souvenirs de discours de tous ces gens-là. Et c'est rentré dans ma tête. Ce petit frère, vous y pensez souvent et c'est un exemple aussi à suivre. Peut-être beaucoup d'autres familles sont dans votre cas. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être bien, mais c'est vrai que c'est important et c'est intéressant. C'était intéressant pour moi d'avoir ce frère-là. Parce que d'avoir un frère qui était, malgré son mutisme, qui avait une grande intelligence, ça m'en trouverait des choses. Parce qu'en plus, il ne se contentait pas d'être intelligent avec sa tête, il était intelligent avec ses mains. Et il faisait des très belles choses, il faisait des maquettes. Il faisait des maquettes de meubles, de choses comme ça. Il était
Ce livre s'ajoute à tous ceux que vous avez écrits, à cette saga familiale qui est finalement unique, parce que autant de livres sur sa famille, c'est pas courant, Jean-Louis Fournier. Non, mais si vous voulez, ce que je raconte d'ailleurs peut-être dans ce livre-là, dans les châteaux et dans l'antichambre, il y avait les portraits de tous les ancêtres. Moi, je fais la même chose. C'est pas des portraits, c'est des livres. Voilà, des livres que je conseille à celles et ceux qui nous écoutent. La collection, bien sûr, mais le dernier, Mon petit frère, chez Philippe Ray, qui est un livre plein d'émotions. La couverture, c'est votre communion. On a été aujourd'hui en communion avec vous, Jean-Louis Fournier. Merci d'avoir participé aux Clés d'une vie. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.